À l'heure. Merci à tous ceux qui sont en train d'arriver, de vous rapprocher de nous. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. On est ravis d'être dans la grande tente plénière remplie par une foule nombreuse pour assister à cette conférence, cette deuxième journée de l'Université d'été du MEDEF. Donc je me présente, je suis Philippe Mabi, je dirige la rédaction de La Tribune. Et le MEDEF m'a confié l'animation d'une conférence sur un sujet que nous traitons très souvent à La Tribune, qui est la question de l'avenir des villes, l'avenir de l'urbain, les smart cities. Le thème, ce sont les défis de la ville. J'essaye de parler de mon mieux, mais il y a beaucoup d'écho. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Je vais parler plus doucement. Voilà. Ce sont donc les défis de la ville durable. Peut-être dire un mot d'actualité, puisque ce qui se passe à Houston, aux États-Unis, frappe absolument le monde entier. Des inondations catastrophiques qui concernent la 4e ville américaine. 6,5 millions de personnes sont concernées. On voit bien, même si ça nous paraît loin, qu'il y a un lien évident entre les questions de climat, qui va être l'un des grands sujets du XXIe siècle, la sortie, pas faire de politique, mais la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et ce qui leur arrive aujourd'hui, et les villes qui seront l'autre grand sujet du XXIe siècle, avec plus de 50% aujourd'hui de la population mondiale qui vit en ville, 2/3 probablement d'ici 2050, une population mondiale qui elle-même va croître. Des questions innombrables qui se posent, puisque c'est un sujet multidimensionnel. Évidemment, la ville, ça concerne ses habitants, ça concerne comment mieux vivre dans la ville, ça concerne évidemment la question de la transition démographique, on va en parler, la transition climatique, ça concerne également la question de la transition numérique, avec quel peut être l'apport des nouvelles technologies. C'est pour ça qu'on parle de smart city, même si le mot smart city est parfois critiqué. Il est certain que ce n'est pas la ville elle-même en soi qui est intelligente, on va en parler, ce sont ses habitants qu'on peut rendre plus intelligents grâce à des solutions qu'apportent les technologies. Pour parler de ce sujet, nous avons donc 1 heure avec 6 intervenants de grande qualité que je vais présenter rapidement. Donc, en partant de mon voisin et en continuant de l'autre côté, donc Jacques Mulbert, qui est président d'ABB France, qui travaille notamment dans l'énergie et dans les transports. John Rossant, qui est le fondateur et le président de la New Cities Foundation. Chantal Joanneau, qui est la vice-présidente chargée de l'écologie et du développement durable, donc justement ancienne ministre de l'écologie, au Conseil régional d'Île-de-France. Gabrielle Gauthet, qui est la directrice des investissements et du développement local du groupe Caisse des dépôts et consignations. Ghislaine Alajaouine, qui est membre correspondant de l'Institut de France, Ghislaine, mais également prospectiviste, présidente du Haut Conseil de la télésanté, auteur de nombreux livres, on en parlera tout à l'heure, dont Enthousiasmez-vous et puis La convivence, on en dira un mot, vous nous expliquerez ce que c'est. Et enfin, Éric Mazoyer, qui est directeur général délégué de Bouygues Immobilier, donc des personnalités qui sont tout à fait au fait de ces questions urbaines. Alors pour commencer peut-être aujourd'hui le débat, je voudrais proposer à John Rossant de donner une vision un peu internationale, un portrait, un tableau des défis qui attendent nos villes au XXIe siècle, en 3-4 minutes, de façon à ce qu'on puisse en débattre par la suite. Bon, merci Philippe, je suis très content d'être là. Bon, je suis tout à fait d'accord. Je crois que faire réussir la ville, c'est sûrement un des défis les plus importants du XXIe siècle. Et ceci pour une raison, c'est assez évident, mais il y a une confluence de 2 grandes tendances historiques. Un, dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, c'est l'hyper-urbanisation de la planète. Donc, il y a un flux migratoire vers les villes sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et ça se passe au même moment où on vit une révolution technologique de connectivité, dans la mobilité, etc.
Et voilà, ce qui se passe dans les villes, c'est très important pour nous tous. Moi, j'ai un point de vue plutôt optimiste. Je crois que la ville de demain sera, j'espère, plus axée vers les citoyens. Elle aura plus d'espaces verts, par exemple. La technologie jouera un rôle déterminant, mais sera assez harmonieusement intégrée dans le design de la ville. Les transports publics, les nouvelles options de transport, etc., seront beaucoup plus accessibles. New Cities Foundation est une ONG internationale. Nous sommes basés maintenant à Montréal. On était basés au début à Paris. Et on promeut des villes plus inclusives, plus connectées, plus saines et plus dynamiques. On adore la technologie, mais la technologie est très importante, voire essentielle. Mais le but final doit être l'être humain. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est pour ça qu'on aime maintenant de parler du bien-être dans les villes. Ça doit être le but de nos efforts, donc le bien-être. Donc une ville plutôt équilibrée, où il y a walkability, etc., etc. Je vais faire juste 1, 2, 3 constats. Un, c'est que nous, on ne parle jamais de la ville intelligente. Je crois que par définition, les villes doivent être intelligentes. L'intelligence doit être intégrée dans la construction des villes. Mais ce qui est vraiment important, c'est la réglementation intelligente. Et on voit un peu partout en France, aux États-Unis, que la réglementation en général ne s'adapte aux réalités nouvelles à une vitesse pas suffisamment bien, à mon avis. Par exemple, on voit la révolution dans la mobilité à Los Angeles ou dans d'autres villes aux États-Unis, le zoning, le zonage, par exemple. Si vous êtes développeur immobilier et vous construisez un immeuble à Los Angeles, il faut prévoir tant espace de stationnement. Or, dans 5 ans ou 6 ans, ces espaces de stationnement seront plus nécessaires. Mais les immeubles sont en train d'être construits maintenant. Donc, la réglementation doit s'adapter aux nouvelles normes de business, de travail, etc. Voilà, ça c'est très important. Il faut bien réussir la révolution dans la mobilité. Je crois qu'on va revenir à ça. Mais on vit une révolution absolument primordiale dans la mobilité. C'est un secteur qui n'a pas bougé depuis 100 ans, mais maintenant tout bouge. Ça, c'est très important. Il faut aussi créer des nouveaux modèles de financement pour l'infrastructure un peu partout. Le monde, la planète a besoin de, que sais-je, dans les prochaines années, de 50, 60 milliers de milliards d'euros, de dollars d'investissement dans l'infrastructure. Il faut créer de nouveaux modèles de PPP ou user fees, des trucs comme ça. Ça, c'est très important. Et puis, il y a un autre constat, et c'est sur le mégapole, les grands mégapoles, parce que je crois que le débat est trop focalisé sur les grandes mégapoles du monde, les Paris, les Tokyo, les Londres, le New York, etc. Or, ce qui est le secteur plus dynamique quand on voit les villes, etc., c'est les villes de petite et moyenne taille. Et dans les prochaines années, la croissance économique sera là. Je crois que l'innovation technologique sera aussi là. Et moi, j'adore l'idée que les villes Tier 2 cities, Lyon en France, Hambourg en Allemagne, Montréal en Canada, Columbus, Ohio, etc., sont aussi innovatives et aussi dynamiques, voire plus,
que les New York, les Paris, etc., les Londres. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est à voir comment ça va développer. Et le dernier constat, c'est qui va transformer la ville de demain, c'est la nouvelle révolution industrielle. Comment on fabrique les choses. Et maintenant, je crois qu'on constate dans certaines villes du monde, y compris Paris, sûrement New York, Los Angeles, où j'étais hier, c'est une réindustrialisation des villes. Et dans les villes de demain, j'en suis absolument persuadé, on va fabriquer, par exemple, des voitures là, dans cet immeuble-là, par exemple. L'idée d'avoir une grande usine qui coûte 2 milliards d'euros, ça c'est un peu fini, lointain des consommateurs. On va réindustrialiser les villes, ça serait possible. La semaine dernière, à Los Angeles par exemple, j'ai vu une boîte qui maintenant fait des 3D printing, imprimant par 3D des voitures dans les villes, quoi. Voilà. Merci beaucoup, John, pour ces quelques mots d'introduction. J'ai oublié de préciser, je m'en excuse pour les organisateurs, vous pouvez nous envoyer, enfin m'envoyer vos questions, elles apparaîtraient, je crois, sur ce tableau, sur cet écran, par une application qui s'appelle Bicast. Donc n'hésitez pas, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, mais je pense que ça doit vous être indiqué sur l'écran. Alors, juste un mot, John, avant de poursuivre le débat. Houston, un des sujets, c'est quand même la résilience des villes. Et en même temps, on est frappé par une chose aux États-Unis, la façon dont on construit ces châteaux de cartes avec des constructions qui peuvent disparaître et ensuite reviennent très rapidement. Qu'est-ce que ça vous inspire en quelques mots? Je ne sais pas, mais vous qui êtes américain. On est dans les vifs de l'actualité, donc c'est une tragédie absolument sans précédent qu'on vit. Juste ça traduit cette fragilité. La leçon de ça, c'est que Houston, c'est une des grandes villes les moins réglementées des États-Unis, et de loin. Et donc, la ville s'est métastasée au fil des années, et puis je crois que l'infrastructure n'est pas adéquate pour faire face à ce genre de hurricane. Et voilà, non, je crois qu'on va... les leçons de cette tragédie vont être ressenties pendant des années, c'est sûr. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre le débat. Peut-être, je vais proposer à Chantal Joanneau d'intervenir sur Paris, la région parisienne, et la vision du Grand Paris, la vision de la Smart City, pour peut-être nous décrypter la vision que vous en avez, les projets que vous analysez. Comment concrètement on peut considérer qu'un projet est oui ou non de la Smart City, et qu'est-ce que vous faites pour aider à des financements concrets, pour aider effectivement à l'émergence de solutions innovantes? Merci. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, quand on est arrivé à la région, on a été confronté à un problème que vous connaissez bien, qui est celui des transports, qui est quand même la compétence première de la région, puisqu'il y a 41 millions de déplacements par jour, plus d'un tiers par voiture, 1h20 de transport moyen, et donc une perte énorme et pour les habitants, et sur le plan économique, et pour l'environnement. Et la logique première face à ce genre de difficultés, c'est de dire on va construire toujours plus de transports en commun à travers l'Île-de-France. Sauf que le budget de la région Île-de-France n'y suffirait pas, et pire encore, ça ne permettrait même pas de résoudre ce problème des transports. Donc il a fallu repenser la ville, c'était la logique première du Grand Paris, sauf que si on s'arrête aux frontières du Grand Paris, on n'aura rien résolu, puisqu'il y a une interaction extrêmement importante entre la Grande Couronne et le reste de Paris. Et c'est vrai que quand on pense mégapole, il faut bien penser à toutes ces interactions qui font que les territoires des mégapoles ne peuvent pas vivre sans les territoires qui sont adjacents. Alors, on s'est posé la question, c'est quoi une smart city, c'est quoi une ville durable? Et malheureusement, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. S'il y avait eu un modèle, on aurait fonctionné, comme fonctionnent d'ailleurs beaucoup de politiques, on aurait mis des critères. On aurait dit, pour qu'une ville soit, ou un quartier, puisqu'on raisonne plutôt à l'échelle effectivement des quartiers, soit financé par la région, il faudra qu'il réponde à tels critères, des critères énergétiques, des critères d'efficacité énergétique, de déchets, de transport et autres. Sauf que ça ne marche pas du tout, parce qu'on vit sur de l'existant. On part d'une ville qui est déjà construite.
On part de territoires qui sont extrêmement différents. La solution à Montreux ou à Milly-la-Forêt ne sera pas du tout la solution adaptée à Saclay. Et que par conséquent, c'est d'abord aux territoires d'élaborer leurs projets, de voir ce qui serait le plus efficace pour être, entre guillemets, c'est un mot très à la mode, pardon, c'est comme smart, c'est inclusif, et de faire en sorte que les habitants n'aient pas besoin de se déplacer énormément pour travailler, pour faire leurs achats, pour vivre au quotidien. Et donc l'idée première quand même pour nous de cette ville durable, outre qu'elle soit résiliente et donc qu'elle s'adapte aux enjeux futurs de l'environnement et du climat en particulier, c'est qu'elle permette de relocaliser des activités. C'est ça l'objectif premier. Alors plutôt que de mettre des critères, du coup, on a dit avec, enfin c'est Valérie Pécresse, pardon, qui avait vraiment mis ça au cœur de son projet. On va financer 100 quartiers innovants, 100 quartiers, pardon, ça, le 1000 ce sera pour la suite, 100 quartiers innovants et écologiques, avec une belle enveloppe, hein, on a mis 230 millions d'euros sur la table. Et ces quartiers, plutôt que d'avoir des critères, on va mettre en place un jury. Et ce jury va évaluer projet par projet. Et ça fonctionne plutôt très bien. Ça fonctionne très bien sur des territoires comme Saclay. Saclay a des très beaux projets qui nous ont présentés parce qu'ils ont une ingénierie, ils ont une compétence pour pouvoir élaborer ces projets. Ça va moins bien fonctionner sur des territoires ruraux ou des plus petites villes. Vous évoquiez effectivement la nécessité de se pencher sur les plus petites villes parce que c'est là où il y a un potentiel aussi énorme d'innovation. Mais là, ils ont moins de compétences, donc on a besoin aussi de les accompagner. On a mis en place des aides à l'ingénierie territoriale. Et deuxième idée, toujours dans cette même optique, que nous ne savons pas ce que sera la ville de demain, on s'est dit sur des territoires, sur des espaces où justement il y a des projets en cours, mais qui ne sont peut-être pas complètement aboutis, dont on sait qu'ils vont prendre un temps fou. On parlera peut-être du fort d'ici tout à l'heure, qui a mis 14 ans à aboutir, alors que le projet était quand même bien organisé. Sur ces territoires qui vont rester potentiellement en friche pendant 10 ans, il faut conserver une activité. Il faut conserver une activité pour que le foncier continue à se valoriser. Et donc, on aide ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire. C'est-à-dire que vous allez sur ces territoires avoir des activités artistiques, culturelles, des activités économiques. Vous pouvez mettre en place des centres de coworking, par exemple. Et nous, région, on va financer les infrastructures en attendant. Ça va peut-être permettre d'ailleurs de faire évoluer le projet final qui était envisagé sur ce terrain. Ça va peut-être permettre de le repenser, ça va peut-être permettre d'ailleurs tout simplement de le concevoir. Et ça, pareil, ça marche extrêmement bien. Et la leçon qu'on en a tirée, si c'est possible d'ailleurs de l'étendre politiquement, c'est que justement, cette Smart City, cette ville durable, aujourd'hui, on est incapable de dire ce qu'elle est ou ce qu'elle sera demain exactement. Parce que les innovations technologiques vont beaucoup plus vite que notre propre système de pensée et que nos propres concepts politiques, parce qu'elles impliquent des innovations sociales et que peut-être que notre rôle, nous, de politique, c'est justement de faire en sorte que les innovations sociales aillent aussi vite que les innovations technologiques et de faire en sorte que le champ des possibles, qui est immense, parce que les technologies, elles existent, le champ des possibles est immense, se mettent en œuvre grâce à l'innovation sociale. Et c'est là où le politique a sans doute un rôle important à jouer. Donc plutôt que de mettre des critères, plutôt que de mettre des interdictions systématiquement, des réglementations sur l'ensemble de projets, de faire au contraire de les accompagner et de juger leur destination finale, leur objectif, mais surtout pas de les empêcher. Et donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire à notre modeste niveau, qui est celui de la région Île-de-France. Je dis modeste parce qu'après on va envisager sans doute les enjeux planétaires, et par conséquent on est à un niveau plus modeste, mais on a la chance d'avoir une région qui a un vrai terrain d'innovation et d'expérimentation, parce qu'on a cet urbanisme extrêmement dense, et en même temps une interaction très très forte avec des territoires de grande couronne qui eux sont des territoires ruraux. Si je voulais résumer en deux idées ce que vous avez dit, il y a la question de la ville du quart d'heure, c'est-à-dire que tout soit disponible à un quart d'heure, éventuellement même à pied pour éviter de prendre sa voiture. Et puis, une deuxième dimension, c'est la modularité, l'adaptabilité, la réversibilité des services qui sont proposés dans l'espace
de vie dans lequel je suis. Est-ce que je me trompe en disant c'est un peu ça le nouveau Graal durable, c'est-à-dire d'éviter de se déplacer, d'éviter de construire des choses qui ne seraient plus adaptées dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Oui, on a un système, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Maintenant, on va écouter Éric Mazoyer après. Concevoir des constructions qui sont effectivement, qui ne sont pas définitives, mais le système d'organisation du travail est un très bon exemple. On a, c'est un peu au cœur des débats actuels politiques, on a un système d'organisation du travail qui est extrêmement figé. Or, pour résoudre les problèmes en Île-de-France, on sait que justement, en organisant des tiers-lieux, des centres de coworking, en faisant en sorte que des salariés y aillent 1 à 2 jours, ou des administratifs d'ailleurs, 1 à 2 jours par semaine, on résout l'essentiel des problèmes de transport en Île-de-France. Et ça, sans investissement énorme dans les infrastructures de transport. Voilà. Donc c'est ça la réversibilité. De la même manière, on en discutait avec le vice-président en charge des transports. Aujourd'hui, donc tout le monde veut plus de rails, plus d'infrastructures pour des transports. Il en faut. Il faut d'abord moderniser notre réseau existant. Mais demain, avec les nouvelles technologies, tout ce qui se met en place dans le domaine des véhicules connectés, des véhicules autonomes, on ne sait pas ce que demain sera. On a aussi besoin, effectivement, de développer, outre le covoiturage et autopartage, évidemment, mais de développer le système routier, de l'entretenir au minimum. On ne sait pas ce que seront les transports partagés, on ne va pas dire collectifs, mais partagés de demain. Absolument. Alors, Éric Mazoyer, justement, donc, je l'ai dit, vous êtes chez Bouygues Immobilier, et la question de comment un groupe qui construit des bâtiments intègre la révolution digitale est évidemment au cœur de ces évolutions. Mais on l'a dit, on a toutes les briques technologiques, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme nouveaux usages urbains en pensant la ville de demain? Alors, nous, effectivement, notre métier essentiellement, c'est de concevoir et de construire des espaces de vie, alors pour habiter, pour consommer, pour se distraire, pour partager. Et évidemment, je vais enfoncer une porte ouverte, mais le numérique a totalement disrupté tout ça. Alors, si on regarde par exemple sur le bureau, on a inventé un produit qui s'appelle Nextdoor parce que le coworking, ça devient une réelle nécessité et une demande des nouvelles générations entrantes. Si on regarde sur le logement, on voit par exemple que le co-living, pour les nouvelles générations, c'est quelque chose d'important. C'est non seulement important dans le mode de vie, mais c'est aussi dans le financement très important, puisqu'on voit qu'on a du mal à faire accéder à la propriété toute une couche de population, et notamment les jeunes. Et le fait d'être en co-living leur permet de partager des espaces communs, et de n'avoir la charge que d'un plus petit appartement. Alors, sur le commerce, c'est pareil, le e-commerce a tout transformé. Donc, notre métier, il a totalement changé et il est impacté en fait par 4 éléments qui sont les éléments structurants. On l'a vu, le numérique, en ce sens où il faut qu'on invente des services qui sont liés. C'est là où ça devient compliqué, c'est que toutes les briques technologiques, on les a. On fait des immeubles à énergie positive qui fonctionnent très bien, mais une fois que l'immeuble est à énergie positive, comment on arrive à inciter l'occupant à devenir, j'allais dire, l'utilisateur responsable de la gestion intelligente de la basse consommation de ces immeubles. Le deuxième, c'est le temps. Nous, quand on est constructeur, construire un immeuble, c'est à peu près 5 ans. Construire un quartier, on l'a vu, c'est 15-20 ans. Changer les réglementations en France, c'est 20-30 ans. Et les technologies, si vous allez à Las Vegas, au salon des technologies, vous regardez votre téléphone, tous les 6 mois, il est plus. Donc on est impacté par des ruptures technologiques qui sont très très fortes sur des produits qu'on met dans du béton. Le troisième élément, c'est les réglementations. Alors là, et je vais donner quelques exemples, on voit qu'on est dans un système assez rigide qui favorise quand même en France, faut le dire, depuis quelques années, les démonstrateurs, l'époque, les expérimentations. Mais là où on a du mal, c'est de passer du stade de l'expérimentation, avec quelques élus qui sont très engagés là-dedans. On les connaît, quelques élus de grandes villes très dynamiques. Mais quand on veut industrialiser le produit, ça devient complexe. Alors, 3 exemples. On crée Nextdoor, c'est du coworking. Alors, le coworking, c'est quoi? C'est pas de l'hôtellerie, c'est pas du bureau, c'est pas du commerce. Il n'y a pas de fonds de commerce. Pourtant, c'est un hôtel d'entreprise, puisque nos entreprises payent au mois le mois. Comme vous payez votre chambre d'hôtel, elles payent au mois le mois leur utilisation. Et là, quand on va voir le préfet, on nous dit, les gars, il y a un grand vide, on ne sait pas comment faire. Deuxième exemple, quand on fabrique des immeubles à énergie positive, on met des parcs photovoltaïques. Alors un parc photovoltaïque, c'est très très sympa. On essaie évidemment d'autoconsommer en priorité, mais de temps en temps, on est amené à revendre.
Qui est-ce qui revend? L'obligation légale, c'est que ce soit le syndicat des copropriétaires et pas la personne physique. Ce qui veut dire quand même que pour entretenir, au titre de la loi de 65, un parc photovoltaïque, il faut faire ça dans le cadre, vous savez, de ces réunions de copropriété sympathiques qui peuvent rendre hystériques les gens les plus intelligents de France. Voilà, ça c'est tout juste impossible. Et le troisième exemple, c'est le co-living. On voit que dans tous nos... On le voit au Fort d'Issy, on le voit dans les nouveaux quartiers qu'on livre, les utilisateurs s'accaparent les espaces collectifs et décident de façon un peu informelle de les utiliser et de les gérer eux-mêmes. Bon, il n'y a pas d'encadrement j'allais dire de ces systèmes, et ce n'est pas la loi de 65 sur la copropriété qui permet ça. Alors vous avez des exemples très simples, par exemple les parties communes d'un immeuble ne servent pas à grand-chose, à part rentrer chez soi. On voit des immeubles maintenant où se développent, les gens mettent des canapés dans les parties communes, le vendredi ils font leur petit pot ou ils font leur petite réunion entre eux à l'étage. Bon, il y a des laundries collectifs qui sont en train de se développer, mais on n'a pas vraiment de système qui permet d'encadrer et de gérer ça de façon saine. Et puis le dernier sujet, c'est la gouvernance, parce que finalement en France, on a un pays quand même d'économie très administrée, avec une intervention on va dire, de l'État et de la collectivité publique qui est très forte, on est très colbertiste et très centralisateur. Et finalement, ces nouveaux quartiers où nous développons des nouveaux services urbains pour nos utilisateurs et nos clients, ils sont à mi-chemin entre le public et le privé. Alors, je vais donner quelques exemples. Quand on livre des quartiers durables, ce qu'on appelle des smart cities, on livre évidemment des parcs automobiles électriques, ce qui est nécessaire. Ces parcs qui sont soit en cogestion, soit en colocation, soit en coutilisation. On est sur l'espace public, puisque les voitures, a priori, ça roule encore sur l'espace public. On ne sait pas vraiment gérer ça entre la collectivité, nous, et la copropriété. Autant de sujets qui deviennent complexes. Alors, notre vrai défi, c'est sur un rythme de 15 ans d'aménagement, c'est d'imaginer de quoi auront besoin nos clients dans 5 ans. Et je pense que quand les premiers réseaux sociaux sur Internet ont démarré, personne n'avait imaginé ce que ça deviendrait et la façon dont ça allait se segmenter par groupe d'intérêt, par, j'allais dire, communauté. Ça, c'est très compliqué parce qu'après la technologie, finalement, les industriels en France, ils sont largement aussi compétitifs que les industriels étrangers. Ils sont même reconnus pour leur grande capacité d'innovation. Ce qu'il faut, c'est quand même être capable de trouver les réglementations et puis le moyen qui nous permette de se mettre en contact avec nos utilisateurs pour comprendre ce qu'ils veulent. Alors ça rend votre métier un peu compliqué. Prenons un exemple. Est-ce qu'il y aura encore des parkings dans les immeubles que vous construirez demain? Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on fera de tous ces parkings le jour où demain tout sera en autopartage? Comment est-ce que vous anticipez ce type d'évolution? Et puis vous me parliez d'un exemple intéressant que vous pourriez faire en région parisienne de réversibilité finalement d'usage. Alors sur les parkings, évidemment, là encore on est dans le très public puisque jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le promoteur en France qui décide du nombre de places de stationnement qu'il va faire. C'est en général imposé par des réglementations, d'ailleurs ce qui est bien au niveau local, puisque les besoins ne sont pas les mêmes en fonction du fait que vous construisez près d'une gare ou très loin d'une gare. Mais ce qui est vrai quand même, c'est qu'il y a une tendance, je dirais, à la dédensification des parkings, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui coûte très cher dans la construction, et ce gain peut être mis à profit justement d'investissements en superstructure, sur des outils ou des services partagés. Alors, sur la réversibilité, on lance une nouvelle gamme de produits qui s'appelle Live Pop-up, c'est-à-dire ce qu'on appelle vivre de façon éphémère. C'est un morceau de ville mixed use dans un immeuble, dans lequel on va concentrer un hôtel communautaire, un centre de coworking, du co-living, on va dire un drugstore, un certain nombre de services, de la conciergerie numérique. Et l'ensemble vit 24/7 comme le coworking. On équipe ça d'un certain nombre de capteurs. C'est un immeuble qui a été conçu de façon à pouvoir passer une réversibilité rapide du logement au bureau ou du bureau au commerce. Il n'y a qu'un tout petit problème, c'est encore là l'environnement réglementaire. C'est-à-dire que dans une commune, quand vous faites, tout le monde le sait, quand vous faites du logement ou de la taxe d'habitation, quand vous avez du bureau, vous n'avez pas la même fiscalité. J'allais dire, l'encadrement réglementaire de constructibilité n'est pas le même. Donc l'intérêt, c'est quand même de lancer une expérimentation pour voir comment
il y a deux éléments. Comment on peut gérer ces datas entre le public et le privé? Et ensuite, quelle dose de flexibilité il faut apporter aux réglementations pour que ce type de produit puisse se développer. Alors, c'est un produit qui est intéressant parce qu'il permet en fait de s'adapter aux besoins de la ville en fonction des évolutions et des évolutions de la demande. Merci beaucoup. On reviendra sur ces questions et également les questions de modèle économique parce que tout cela a un prix et qui paye, mais on y reviendra après. On va écouter Jacques Mulbert, donc le président d'ABB France, pour parler, pour commencer peut-être, de questions de transition énergétique et peut-être de 2 ou 3 exemples que vous avez connus et que vous pouvez nous faire partager sur des tendances comme celle de l'autoconsommation, comme celle de l'autonomie énergétique des bâtiments et des villes. Oui, merci Philippe, bonjour à tous. Donc effectivement, ABB est un groupe qui est très impliqué dans les aspects énergétiques et les aspects d'automatisme. Et ABB est un groupe qui est originaire des pays nordiques et je voudrais vous entretenir d'un exemple dans la région de Stockholm. Alors, on est tous d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que cette ville du futur, cette ville durable, cette ville intelligente, c'est d'abord une volonté politique, humaine et sociale. Derrière, il y a des moyens techniques qui sont mis à disposition. Alors, la ville de Stockholm est animée par un projet environnemental. Et la volonté de la ville de Stockholm, c'est de ne plus utiliser aucune énergie thermique à horizon 2050. Et pour ça, ils ont décidé de créer un quartier pilote dans la région du port qui s'appelle Royal Seaport, sur lequel ils se sont donné des objectifs plus ambitieux et qui va constituer pour eux un laboratoire d'essai et d'évolution des technologies. Et ABB a eu la chance de contribuer sur les aspects énergétiques à cette ville pilote qui sera une ville de 10 000 habitations et 30 000 bureaux. L'objectif de cette ville est double. Le premier, c'est de diminuer par 3, de diviser par 3 l'empreinte environnementale de chacun des habitants de cette ville. La consommation annuelle de CO2 d'un habitant de Stockholm est de 4,5 tonnes. Ils veulent la réduire à 1,5 tonnes. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, c'est 7 tonnes. Aux États-Unis, c'est 16 tonnes. Donc, on est déjà dans un pays qui est vertueux, mais qui veut aller beaucoup plus loin. Le deuxième, et ça c'est à horizon, par rapport à ce quartier, c'est à horizon 2020. La construction a commencé en 2011, donc c'est très rapide. Le deuxième objectif, c'est d'amener à 2030 le fait qu'il n'y ait plus d'énergie thermique qui soit consommée. Alors quels sont les moyens qu'ils ont utilisés pour arriver à ces résultats spectaculaires? Le premier, évidemment, ne va pas vous surprendre, c'est l'utilisation exhaustive des énergies renouvelables et du stockage d'énergie. Énergies renouvelables qui peuvent être décentralisées au niveau de chacun des bâtiments, de chacune des habitations, ou centralisées, qui peuvent venir de fermes qui sont disséminées à différents endroits de cette ville. Associé à ces énergies renouvelables, il y a un objectif très important qui est un objectif d'autoconsommation. C'est-à-dire qu'on utilise l'énergie générée par les panneaux solaires ou par les éoliennes de son immeuble. Et l'objectif de ce quartier, c'est que cette autoconsommation soit à 30%. Derrière ça, il faut évidemment des mécanismes intelligents, des systèmes intelligents de gestion de la consommation de l'énergie. Donc ça, c'est dans les bureaux, c'est dans les habitations, des systèmes domotiques qui soient performants et qui permettent deux choses, qui permettent de générer des économies d'énergie, donc ils vont piloter les éclairages, l'air conditionné, les stores, etc. pour optimiser la consommation, mais également de prendre en compte l'environnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut optimiser l'utilisation des énergies renouvelables, il faut qu'on soit capable de regarder les contraintes qu'il y a sur le réseau et les prendre en compte au niveau de chacun des particuliers pour qu'il n'y ait pas trop de disruption sur les réseaux. Donc vraiment, ces systèmes domotiques ont deux objectifs, la diminution de la consommation, mais aussi la prise en compte de l'intérêt collectif. Derrière ça, ils ont également pris en compte tout ce qui est autour de la mobilité électrique. La mobilité électrique telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est simple, on met des bornes, on met des bus, on met etc. Leur volonté, alors c'est dans une deuxième étape, il y a des expérimentations aujourd'hui, mais on n'en est pas encore, on n'a pas la masse critique pour que ça marche sur une grande échelle, c'est d'utiliser aussi les batteries des voitures comme des réserves de puissance quand le réseau en aurait besoin.
Donc l'idée, ce que disait Rifkin dans son voilà. livre. L'idée, c'est quand même, et c'est technologiquement possible aujourd'hui, l'idée aujourd'hui, c'est que ce soit bilatéral. C'est-à-dire qu'on puisse recharger, mais également utiliser la réserve. Alors quand on parle de tous ces aspects énergétiques, tout ça n'est pas possible si on n'a pas un réseau électrique qui soit intelligent. Alors un réseau électrique intelligent, pour faire court, c'est deux choses. La première chose, c'est un réseau qui prend son pouls en temps réel. C'est-à-dire qu'on va regarder partout si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, pouvoir faire des autocicatrisations, etc., etc. Bon, c'est la tringlerie. La chose qui est la plus importante dans le cadre d'expérimentation comme celle-là, c'est que c'est un réseau qui doit être capable d'anticiper. Donc en fait, il y a des systèmes intelligents qui permettent de prévoir, en fonction des modèles de consommation, en fonction des modèles météorologiques, les problématiques d'encombrement qu'on risque d'avoir à des horizons donnés. Et toute la difficulté de ce réseau, c'est d'arriver à les anticiper en communiquant avec les utilisateurs d'énergie de la ville à travers les systèmes intelligents que j'ai pu décrire. C'est un port, donc ils ont aussi une problématique très importante sur laquelle on pourra revenir ultérieurement, qui sont les bateaux. Et quand on est dans un port, une très très grande nuisance est le fait que les bateaux à quai, en particulier les gros, gardent leur chaudière allumée pour générer l'électricité, etc. Ce qui effectivement pollue, mais génère énormément de bruit et de vibrations. Donc l'objectif de ce port, c'est de faire en sorte que les bateaux à quai puissent se connecter au réseau électrique. C'est une problématique assez compliquée parce qu'il n'y a pas de standard en la matière, mais c'est une volonté très forte. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est autour des systèmes d'information, des réseaux de chaleur. Et une chose qui est très importante et qui est faite à Stockholm de manière assez originale, c'est le traitement des déchets. Puisque à Stockholm, il y a un réseau souterrain de collecte des déchets, évidemment de retraitement des déchets pour une utilisation optimale au plan énergétique. Et de cette manière, contribuer à l'apport énergétique, donc c'est effectivement des énergies renouvelables par définition, à l'apport énergétique pour l'ensemble de la communauté. Donc voilà les différentes voies, les différents moyens qu'on voit aujourd'hui pour contribuer à ces projets politiques de villes du futur, de villes durables. Évidemment, toutes ces technologies vont évoluer, mais on voit bien qu'il y a un point qui va être un point central, c'est l'autoconsommation. Et je voudrais, en ce qui concerne l'autoconsommation, prendre une minute pour vous parler d'un autre exemple qui se trouve à Brüten, c'est dans la banlieue de Zurich. La région a son importance, et qui est le premier immeuble collectif d'habitation qui ne soit pas connecté. Il n'est pas connecté au courant, il n'est pas connecté au gaz, pas connecté au fioul. L'unique énergie utilisée, c'est l'énergie solaire. Cet immeuble a été inauguré il y a 1 an, et il fonctionne depuis 1 an. Alors comment ça fonctionne? Bon, évidemment, il y a des panneaux, il y a 1000 m² de panneaux solaires, donc c'est beaucoup, 1000 m² de panneaux solaires. Quand on a une belle journée d'été, en 1 heure, on génère l'énergie pour la journée, avec des moyens de stockage. Alors comme on passe aussi des moments qui sont plus compliqués, plus critiques, il y a du stockage court terme, classique, dans des batteries pour une réutilisation rapide, qui peut être dans la journée, le lendemain, etc. Et puis il y a du stockage de long terme pour être sûr de ne pas perdre toute l'énergie qu'on collecte. Et le stockage de long terme est fait en chauffant de l'eau dans des très gros réservoirs souterrains. Donc il y a toute cette gestion de l'énergie. Et ensuite, là, il y a des systèmes de gestion de la consommation de l'énergie qui sont beaucoup plus intrusifs, qui permettent de gérer de manière automatique l'éclairage, de manière automatique tous les équipements électroménagers, qui d'ailleurs sont regroupés pour une grande partie d'entre eux, de gérer de manière automatique les ouvrants, etc., etc., pour optimiser tout ça par rapport, comme dans le cadre de Stockholm, par rapport à la consommation elle-même, mais aussi par rapport à la disponibilité, et là on voit que c'est beaucoup plus critique, puisque c'est de l'autogénération, par rapport à la disponibilité de l'énergie. Alors tout ça évidemment, là je vous parle des systèmes actifs, il y a évidemment toute une architecture passive, avec des matériaux biosourcés extrêmement efficaces qui ont été utilisés, une architecture particulière qui prend en compte un certain nombre probablement de contraintes météorologiques, et tout ça fait que ce bâtiment fonctionne depuis maintenant 1 an, a passé les périodes dures l'hiver, on n'est pas dans le Sahara, on est dans la région de Zurich, a passé les périodes dures, et le résultat, c'est que par rapport à la consommation moyenne suisse, les habitants
de cet immeuble ont divisé la consommation par 2. Je vous arrête là-dessus, mais je voyais certains sourires et certaines aussi. Moi, ce qui me frappe dans ce que vous donnez comme 2 exemples, c'est qu'il y en a un, il est complètement collaboratif et ouvert, et celui-là, il est fermé, il est autarcique. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les termes, et est-ce que finalement, c'est pas une vision un petit peu dystopique de la Smart City Parce que cette énergie, bon, ce serait bien de pouvoir la stocker, pourquoi pas à long terme, mais ils pourraient la rendre. Vous évoquiez le cas de Stockholm, où ils emploient le rêve de Rifkin, que tous les véhicules électriques rendent l'électricité au réseau quand ils ne roulent pas. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe dans ces 2 choix? De toute façon, alors, première chose, c'est que en 2 temps la réponse, si vous voulez bien. Le premier temps, c'est dire que cette notion d'autoconsommation, elle est critique dans le cas de Bruten, elle est très présente dans le cas de Stockholm, hein, puisque quand même il y a une norme à 30% pour l'autoconsommation. Deuxième chose, quand on regarde les aspects énergétiques au plan un peu plus macroscopique, en fait, il y a 2 grandes tendances qui ne sont pas du tout contradictoires, mais qui sont assez extrêmes. La première, c'est ce qu'on appelle le microgrid. C'est ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire qu'on va fabriquer sa propre énergie, on va travailler au niveau d'un appartement, d'une maison, d'un quartier, hein, et on va essayer d'être le plus autosuffisant possible. La deuxième tendance, c'est de faire des méga réseaux, hein, puisque on sait que l'énergie créée par les moyens renouvelables est une énergie qu'il faut consommer, on ne sait pas la stocker, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une floraison extrêmement importante d'interconnexion entre les pays. La France, de par sa disposition géographique en Europe, une espèce de plaque tournante de ces interconnexions. Et on crée, par exemple, ABB contribue aujourd'hui à une interconnexion entre la France et l'Angleterre qui va démarrer. Il y en a entre la France et l'Irlande, la France et l'Espagne, la France et l'Italie. Donc on est un peu dans ces 2 grandes tendances. Le petit village, le microgrid, et en même temps la méga plaque d'échange d'énergie entre les différents pays. Peut-être, Éric Mazoyer, juste un point sur l'autoconsommation, parce que vous évoquiez la question de vous en avez parlé tout à l'heure pour les immeubles, sur est-ce qu'il ne faudrait pas, vous évoquer l'idée de donner un statut à l'autoproducteur? Si, on a un président de la République il y a quelques années qui avait inventé le statut d'auto-entrepreneur, finalement a bien fonctionné. Et bien effectivement, si on veut responsabiliser les citoyens dans leur capacité à devenir un acteur actif de la production d'énergie verte, je pense que ça serait nécessaire, et on le réclame depuis un certain nombre d'années, la création d'un statut d'autoproducteur individuel d'énergie, avec capacité de revendre l'énergie qu'on a produite. D'abord, évidemment, obligation de l'autoconsommer, puisque, a priori, comme elle n'est pas prédictive, ça n'arrange pas forcément le réseau de l'avoir au moment où elle n'a pas envie de l'avoir, et la capacité pour lui, évidemment, à revendre le surplus, s'il peut le faire, sans passer par une batterie de discussions avec la copropriété, le syndic et le... Alors évidemment, tout ça encadré par la CRE. Il ne s'agit pas de créer un marché secondaire de l'énergie électrique. La CRE, c'est la Comité de régulation de l'énergie qui fixe la tarification. Les technologies permettent déjà de le faire avec la blockchain, les expériences de blockchain, donc de réseaux de confiance. On a ici les Moulineaux lancé un premier blockchain. Et il faut savoir que sur nos immeubles à énergie positive, on a une petite filiale qui s'appelle MBX, d'ailleurs avec GE, qui gère des grids privés. On sait, là, une fois de plus, l'exemple, c'est les technologies existent, il n'y a absolument aucun souci. Le frein, c'est l'encadrement réglementaire. Si demain matin, monsieur et madame Michu veulent aller vendre à leurs voisins de l'énergie, on sait faire technologiquement. Je peux même dire qu'on sait le faire à des coûts intelligents. Si en France, on fait comme aux États-Unis ou ça a été fait au Québec, une blockchain d'énergie dans un village, par exemple, on est hors la loi. Alors évidemment, si vous demandez que techniquement on sache le faire, bon, c'est autre chose. Vous demandez d'aller transférer l'électricité de monsieur et madame Michu d'ici les Moulineaux à la Meute-Beuvron, ça va commencer à se compliquer. Mais ça a posé un problème. On n'est pas obligé non plus d'avoir des déperditions en ligne. Alors, Gabriel Gauthier, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous dirigez la partie investissement et développement local de la Caisse des dépôts. Caisse des dépôts, un groupe multidimensionnel, très présent sur tous les sujets dont on vient de parler, d'énergie, de logement, de transport. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre vision également de la question qui a été évoquée par Chantal Joanneau, de la bonne gouvernance finalement, parce que tout ça c'est bien beau, mais arriver à mettre en musique tous ces beaux projets dont on vient de parler, ça nécessite aussi à la fois beaucoup d'énergie au niveau local, une intervention des politiques et finalement un mode de pilotage, une vision. Comment est-ce que vous abordez ça, et peut-être en l'abordant avec un ou deux exemples que vous avez produits?
Merci Philippe. Bonjour à tous. La Caisse est une vieille dame de 200 ans dont la mission a toujours été, au fil du temps, finalement, d'accompagner la transition du pays et des territoires. Et nous plaçons toute notre action, que ce soit celle de l'établissement public ou celle de nos filiales, parce que nous avons des filiales qui sont très actives dans la ville de demain, Aegis, Transdev, que je salue, toutes nos actions à l'aune de l'accompagnement de ces transitions et du pays, que ce soit la transition territoriale, avec les nouvelles lois, les nouvelles compétences, parce que tout ce dont nous parlons, c'est de territoires, et nous sommes très proches des territoires, y compris donc, nous sommes très attentifs à la fracture territoriale, on en reviendra. La Smart City, nous avons publié quelque chose, Smart City versus Stupid Village, parce que pour nous, le territoire intelligent n'est pas que la grande mégapole. À l'aune de la transition démographique, nous avons toute une action, nous sommes très attentifs à tout ce qui est vieillissement, nous sommes un grand investisseur dans les résidences services seniors, mais également la jeunesse, l'éducation, nous avons pas mal d'actions. La transition écologique, évidemment, les villes font 75% à 80% d'émissions de gaz et consomment 80% de la consommation d'énergie. Donc la transition écologique, nous ne faisons plus un seul investissement qui ne soit mesuré. Nous sommes des monteurs de projets, monteurs-développeurs de projets, dans des projets à impact non seulement financier, mais extra-financier, c'est-à-dire nous faisons très attention au bilan carbone de nos investissements, à la création d'emplois, donc l'écologie, et enfin le numérique. Nous n'avons pas attendu l'engouement pour les Smart Cities pour être un acteur de l'aménagement numérique du territoire. Je pense que la Caisse peut revendiquer ce terme, l'aménagement numérique du territoire, à travers toute l'action que nous avons eue dans les réseaux d'initiatives publiques qui sont le socle de cette Smart City. On va y revenir. Alors, nous sommes un peu particuliers, effectivement, dans cette nouvelle gouvernance parce que nous sommes un pont, finalement, entre le public et le privé. La mission qui m'était donnée, c'était de relancer l'investissement. Bien évidemment, nous l'avons fait avec le privé. Nous avons multiplié par 4 les investissements en 4 ans. Nous sortons 6 milliards de projets par an. Nous le faisons toujours en partenariat, quasiment toujours. Nous sommes investisseurs minoritaires, mais nous sommes monteurs, développeurs de projets et nous attirons d'autres dans les différents secteurs de la Smart City, dans les transports, dans le bâtiment, dans l'éclairage public, dans la gestion des déchets, dans les réseaux de chaleur, avec bien évidemment le privé. Nous sommes un pont entre le national et le local, nous sommes très centrés sur le local, et nous essayons d'aider justement les innovations parce que nous prenons des risques. Nous mobilisons également d'autres sources de financement, le plan Juncker, l'Europe. Nous gérons par mandat de l'État des programmes PIA, notamment Ville de demain, qui nous permettent peut-être dans un premier temps de financer des démonstrateurs de façon subventionnelle, mais tout de suite après, nous réfléchissons à ce que nous pouvons monter de plus structurant dans la durée pour que ça soit durable. Parce que rien n'est durable si on en reste aux démonstrateurs subventionnés. Voilà. Donc les 3 types de notre mission, c'est ça. Peut-être le plus, c'est notre spécificité, notre supplément d'âme dans ce que nous faisons. Ça tient peut-être à 3-4 choses. D'abord, effectivement, nous traitons le sujet de la Smart City, nous traitons tous les territoires. La Smart City comme le Stupid Village. Je vous invite à consulter ce guide que nous avons sorti avec l'association des petites villes de France et des petites communautés. Donc ça, c'est une de nos fortes spécificités. Et je vais vous citer un certain nombre d'exemples que nous avons montés très innovants, disruptifs, de plateformes à destination des ruraux, des populations fragiles et des populations vieillissantes du rural. Bien sûr, nous sommes investisseurs et potentiellement investisseurs dans le CDG Express. Bien sûr, nous aidons la région d'Île-de-France à faire sa transition écologique et énergétique en inventant avec elle et toutes les collectivités ce qui manque, par exemple, dans la batterie électrique. Et nous avons essayé de pousser. On a vu que le nœud de la guerre, c'était la batterie. Nous allons être investisseurs dans une société de leasing de batterie parce qu'on a vu que sinon les collectivités n'allaient pas franchir cette transition. Donc on analyse les problèmes et on essaye de construire des solutions et faire naître même des opérateurs en regardant toujours en ayant un œil sur ce qui se passe à l'étranger. Parce qu'effectivement, la Smart City, la réinvention de nos vieilles métropoles et de nos vieux territoires sur eux-mêmes n'est pas du tout le même paradigme que la construction de Shanghai ou de Singapour ou des villes indiennes. Mais par contre, c'est important que nos industriels y soient présents et on l'a en tête. Donc c'est important que des projets soient lancés en France, parce que nul n'est prophète en dehors de son pays s'il n'a pas déjà un ancrage local. Et ça aussi, ça nous importe, l'ancrage de nos industriels. On pourra y revenir.
Donc, tous les territoires, l'usager au centre, c'est-à-dire que l'homme au centre, et on va y revenir, la confiance. Ce n'est pas tout d'avoir une smart city, il faut qu'elle soit safe. Et il faut que notre rôle de tiers de confiance est important, et l'inclusion des populations, du vieillissement, des populations fragiles, la mixité. Donc c'est peut-être ce qui nous caractérise dans tout ce que nous faisons afin de construire en fait des territoires et une ville plus fluide, plus écologique, plus résiliente, plus sobre. Voilà. Alors les problèmes de gouvernance, oui, on les voit, puisque on essaye de construire les solutions avec les industriels sur ces problèmes de gouvernance. D'abord, ce qu'il faut, il ne faut pas négliger, et on construit des schémas numériques, l'importance, j'y reviendrai pas, mais d'avoir un socle numérique neutre et ouvert pour ne pas, notamment dans les relations entre les collectivités et leurs délégataires, s'enfermer dans un seul réseau. Vous savez que la Caisse a créé les réseaux d'initiatives publiques qui ont la spécificité d'être neutres, ouvert à tous les opérateurs. Il faut que tous puissent atteindre les territoires, non pas des territoires fermés. C'est très important pour la suite, parce que l'innovation de demain, on ne la connaît pas. Il faut rester très modeste. C'est la première chose, sachant que l'explosion de la data, comme l'a dit M. Mazoyer, est quelque chose d'inouï, et le numérique n'est pas une évolution, c'est une révolution. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire de l'humanité, le smartphone et l'innovation qui, dans l'histoire de l'humanité, a eu la pénétration la plus rapide. Il a atteint en 18 mois la pénétration de la télécouleur en 15 ans. Hein. Et en 2010, il y avait 800 objets connectés par kilomètre carré. Il y en a 12 000 en 2014. Il y en aura 5 fois la population mondiale et plus, parce que tout objet sera connecté. Ce n'est pas sans conséquence sur la résilience de nos réseaux. Donc ça, c'est la première chose. La gouvernance de la ville, elle est complètement bouleversée par ces nouvelles technologies. C'est-à-dire que, bien évidemment, les collectivités doivent donner place à l'innovation qui souvent vient du privé, toujours quasiment vient du privé. Il y a des innovations sociales également. Elle n'est pas que technique, elle est aussi sociale, innovation sociale. Mais la place de chacun, donc il faut pouvoir effectivement avancer sur un certain nombre de régulations, tout en quand même gardant le rôle de chacun, c'est-à-dire le rôle de la collectivité, de sa pensée, de sa vision, de sa relation aux délégataires et au privé, doit rester essentiel. Bien sûr, dans le contexte budgétaire que nous connaissons, nous sommes un fervent défenseur des contrats de partenariat, on ne parle plus des PPP bien sûr, mais des contrats de partenariat qui permettent quand même d'avoir une forme plus robuste pour les finances publiques dans le long terme. Par contre, il y a un petit sujet qui est celui de la relation et de la donnée entre quelle est la gestion de ces données. Et là, nous sommes, en tant que tiers de confiance, très vigilants, et nous avons un certain nombre de projets avec les collectivités locales. Nous investissons nous-mêmes dans des plateformes d'open data. Il est essentiel pour l'efficacité économique et faire naître que les datas publiques qui ont été bien ouvertes au niveau de l'État, moins aujourd'hui, parce que la gouvernance n'est pas très claire au niveau des collectivités locales. Nous accompagnons la FNCCR et les collectivités dans leur réflexion sur quelles sont les données. Quand vous avez un contrat de délégation avec un opérateur, quelle est la partie des données anonymisées qui reste de l'usage public? Quelle est celle qui est propriété du délégataire? Je connais un certain nombre de collectivités qui ne s'en sont pas préoccupées parce que c'était pas, et ont dû racheter leurs données à leurs délégataires, ou certaines qui l'ont délégué sans savoir à un certain nombre de grands opérateurs, les GAFA pour ne pas les nommer, et qui aujourd'hui ont du mal de construire des projets intelligents, parce que les projets intelligents sont montés en croisant les données du transport, de l'énergie, de la mobilité, de la qualité de l'air. Tout ça se croise pour faire plus. Et c'est là où on aide les... Et enfin, la gouvernance est bouleversée parce que le citoyen est remis au cœur. Et là, la relation de la collectivité avec ses administrés change totalement. Le citoyen, il est à la fois, bien sûr, il participe davantage peut-être à la vie publique, il est électeur, il donne son avis, il vote peut-être même le budget, une partie du budget en ligne, certaines collectivités l'ont fait. Le citoyen, il est capteur.
l'utilisation de la force de la multitude par les collectivités pour la gestion de la ville est quelque chose qui n'est pas de la fiction, c'est-à-dire que vous signalez, vous pouvez réparer un banc, vous signalez un éclairage public, etc. Donc le citoyen est acteur. Le citoyen, il est designer de sa ville. Un certain nombre de quartiers de ville ont été dessinés. New York l'avait fait avant nous. Il a dessiné ses pistes cyclables en utilisant le citoyen. Mais Aegis, notre filiale, a un système qui permet de concevoir ou de co-concevoir des quartiers de ville avec la population. Et enfin, le citoyen, il est financeur, parce que là aussi, c'est quelque chose que nous regardons et que nous encourageons. Il est investisseur, il est subventionneur, par exemple, un certain nombre de patrimoines historiques remarquables que l'État ou les collectivités n'ont plus la capacité d'entretenir, sont financés par des plateformes de crowdfunding. Et nous y venons, il est même parfois co-investisseur dans des équipements publics, des piscines, etc. Donc ce n'est pas de la fiction, donc ça c'est une forme de gouvernance qui est sérieusement challengée par les nouvelles technologies. Et enfin, je dirais que tout ça, le rôle de la collectivité, il change. Il faut faire des choses effectivement, et nous en faisons, qui sont un peu... elles ne sont pas autorités d'organisation des transports, comme l'a dit Chantal, elles sont autorités d'organisation de la mobilité douce, durable et intelligente. Et elles sont seules à même de savoir s'il faut, par exemple, rénover les lignes ferroviaires secondaires qui sont très coûteuses à entretenir, s'il faut plutôt mettre en place des plateformes comme nous l'avons fait, nous structurons des opérateurs comme Clem, qui est un opérateur d'autopartage pour les zones rurales, Citizen Mobility, qui est un opérateur de covoiturage pour les seniors dans les zones rurales, Occipio. Donc nous structurons également des opérateurs de la nouvelle économie. Nous aussi, nous sommes disruptés, c'est la Smart Caisse des dépôts, nous sommes investisseurs dans une quarantaine d'opérateurs de la nouvelle économie qui sont des plateformes, Senior Dom, mais également un certain nombre de plateformes de co-construction de la ville avec les citoyens, parce que c'est de notre devoir, et ça disrupte également nos investissements passés. Nous sommes très évidemment impliqués dans un certain nombre de démonstrateurs de la Smart City, 8, dont les Jeux Olympiques, qui pour nous vont être quelque chose qui va devoir être réversible. Alors justement, sur les JO, parce que je voulais vous... Mais la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il faut rester modeste. C'est que notre rôle, c'est de faire émerger des choses structurantes, mais de laisser la place à l'innovation, c'est-à-dire de ne pas fermer. Et il y a un danger parce que certaines villes qui s'embarquent trop vite dans des choses, parce que c'est de faire naître des infrastructures, mais le petit tout innovant, la ville de demain, elle sera inventée par le teenager d'aujourd'hui. Et on ne sait pas ce qu'elle sera. Alors, pardon, justement, sur les JO, 2 mots sur cet élément de réversibilité, puisque toute la caisse, c'est d'ailleurs une des dimensions du cahier des charges qui avait été fixée, c'est cette réversibilité, l'héritage, et qu'est-ce que ça allait devenir. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le projet de village olympique, puisqu'on s'approche de la date du 13 septembre et que c'est quand même un accélérateur du Grand Paris. On voit bien que les JO vont permettre un réaménagement complet, probablement, aussi, d'une région Île-de-France. C'est sûr que ça va être une vitrine, mais heureusement que la Smart City ne se limite pas à ça, mais ça va être une espèce de vitrine qui doit embarquer le pays et un certain nombre d'industriels. Nous, on s'y prépare avec les collectivités, avec quelle va être la gouvernance d'ailleurs de ce projet. Elle n'est pas réglée. Le financement de ce projet, il n'est pas réglé. Mais en tout cas, ce que je dis aux équipes, c'est nous, on ne l'envisage pas comme un village olympique à construire. On l'envisage comme un quartier de ville qui, de façon transitoire, va devoir montrer le meilleur de sa technologie et de soi pour être réversible, que ce soit dans les immeubles, que ce soit dans les infrastructures publiques, que ce soit donc d'emblée, nous l'envisageons comme un quartier de ville de demain, de la ville future, qui, de façon transitoire, devra être au mieux de ce que nous savons faire tous ensemble pour accueillir les JO. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être, on va écouter maintenant Ghislaine Alajaouine. Alors, on avait décidé, Ghislaine, de vous donner la parole à la fin, exprès pour vous permettre de réagir à ce que vous avez entendu. Oh, je vais carrément mettre les pieds dans le plat. De nous remettre un petit peu, voilà, de nous secouer un peu, et puis de nous parler quand même, parce que c'est votre domaine de prédilection, la question de la transition démographique, parce qu'on en a parlé un peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de nos vieux dans les villes de demain? Est-ce qu'on va mieux les traiter grâce à de nouvelles technologies, grâce à une meilleure prise en compte, une meilleure anticipation de ces besoins? Oui, je disais que j'allais mettre les pieds dans le plat parce que moi, je suis mal dans cette histoire de Smart City. Là. Je suis de la Creuse, moi. Je me sens un peu dans mon village idiot.
Donc, déjà, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos vieux quartiers et nos vieux là-dedans, dans nos vieux quartiers? Le problème que l'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on rentre dans une nouvelle société du vieillissement. Il y a un senior qui naît toutes les 37 secondes et un junior toutes les 42 secondes. C'est-à-dire que depuis fin 2015, on a plus de personnes qui rentrent dans les 60 ans que dans les 20 ans. Oh, vous allez me dire, oh, tout dépend des masses. Ah, c'est sûr que la masse Afrique n'est pas la même que la masse Asie, que notre masse. Mais c'est quand même absolument inédit au niveau universel. Donc maintenant, quid? Parce que tout ça, je veux bien, mais il y a la personne, il y a le jeu, il y a le fait que j'ai, dans ma Creuse, ma sœur, Parkinson, ma mère, très gravement malade, elles veulent rester chez elles le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'en arrive au bien-être. La santé, c'est l'état complet du bien-être. Tout ce que j'ai écouté ici avec des intervenants merveilleux, on a parlé d'adapter aux produits, okay? De s'adapter aux technologies. On rentre dans une révolution où il va falloir la centrer sur la personne. Waouh! C'est peut-être ça la révolution. Révolution, retournement, revolveré. Ok, ça veut dire rupture aussi. Vous allez me dire, là vous êtes tous des savants, disruption. Disrumpere, ça veut dire briser en 1000 morceaux. J'aime pas beaucoup. Moi je préfère, un petit coup de Joseph Alois Schumpeter, la destruction créatrice. Moi finalement, je préfère métamorphose. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a parlé, c'est-à-dire l'apport des nouvelles technologies qui vont, on l'espère, nous arriver à un mieux vivre, à un bien-être. Eh bien, à l'heure actuelle, il faut peut-être s'en mettre aux évidences. Là, je viens de dire, au niveau de cette nouvelle société, de cette révolution démographique. Mais je vais vous en donner une autre. Je vais vous réveiller, moi, ce matin. Est-ce que vous savez, sur 10 personnes, on a fait faire un sondage Opinionway, sur 10 personnes, il y en a combien qui peuvent faire face aux frais, au financement de la dépendance, de la perte d'autonomie d'un proche? Vous m'écoutez là, sur 10, il y en a combien? Les 5, là, ceux qui pensent 5, vous levez la main. Heureusement, ils sont intelligents, ils ne vont pas la lever. Allez, je vous le dis tout de suite, il y en a 1 sur 10. C'est-à-dire que la réalité des choses, dans nos smart cities, dans nos villages idiots, c'est qu'au bout du bout, parce que intelligence, ça veut quand même dire que c'est l'aptitude d'un être humain à s'adapter à tous les changements, etc. Donc, une ville intelligente, il faut qu'il y ait des gens du marketing qui soient drôlement intelligents pour aller chercher ça. Mais on va le garder parce que ça passe bien et tout le monde commence à s'y faire. En clair, à l'heure actuelle, il faut trouver un écosystème qui va faire en sorte de conjuguer l'économique et le social et le sociétal. C'est-à-dire, en quelques mots, faire en sorte que toutes nos entreprises là, qui sont en particulier dans tout ce marché du home care, qui est un marché, le home care, c'est un marché de 500 milliards, 30 ans de croissance. Bon, et comment on va arriver à voir ce marché? C'est-à-dire comment toutes nos start-up, toutes nos entreprises vont faire en sorte d'avoir plus de commandes et avec ces commandes, plus naturellement de chiffre d'affaires, plus d'emplois, etc. En n'oubliant pas qu'une entreprise qui ne fait pas de profit ne peut pas faire de social. Il faut peut-être aussi bien comprendre ça. Alors Gisèle, justement, il y a pas mal d'initiatives dans le domaine du care et des questions intergénérationnelles, des innovations sociales qui arrivent. Est-ce que vous pouvez donner 2-3 exemples? Oui, alors la plus grande innovation à l'heure actuelle qu'on est en train de mettre en place, c'est une démarche. C'est une démarche qui répond au développement durable. De la même chose que dans les années 91-92,
on avait lancé, à la Fédé du bâtiment, on avait lancé le HQE, le haute qualité environnementale, qui répondait, qui protégeait, j'oserais dire, quelque part, le capital patrimoine. Avec le HQE, qui répond à la 3e dimension du développement durable. Vous avez 3 dimensions. Birdsland 87, hein, ok, moi j'étais à ce moment-là à l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche avec cette diplomate. Elle a lancé en 87 les 3 dimensions du développement durable. L'économique, naturellement tout ce qui est écologie, donc tout ce qui est écologie c'est l'environnement, vous avez eau, déchets, etc. Et on oublie souvent la 3e dimension, et ça je vous en supplie, écoutez bien. La 3e dimension c'est le social, le sociétal. Et on trouve quoi dans la 3e dimension du développement durable? On trouve santé, solidarité, sécurité. D'où on a lancé depuis 2007, d'ailleurs au sommet mondial du développement durable qui s'est fait à la Défense, on a lancé une démarche qui est la démarche HS2, de haute sécurité santé. Vous voyez, haute santé, sécurité. Dans cette démarche HS2, on trouve quoi? On va chercher, on est dans le marché du home care, on va chercher un tiers de confiance, c'est peut-être ça l'astuce, comme la PAV. Ok, on a pris la PAV, pourquoi? Parce qu'ils sont internationaux, etc. Et on le décline en hard, et dans le hard, vous allez trouver l'habitat, ok, hein, et vous avez trouvé naturellement la domotique, ça va, on est dans ces acteurs-là. Et on va trouver le soft. Et dans le soft, il y a quoi? Il y a naturellement tout ce qui est service e-santé, le lien numérique. On est bien d'accord, là? Et aussi, il ne faut pas l'oublier, le service e-bien-être. Donc, le lien social. Et là, on est réaliste. Je vous ai dit qu'il fallait trouver l'équilibre entre l'économique et le social. Le financement. Le financement. Alors là, rappelez-vous simplement d'une chose. On a démontré que si on arrivait à investir en moyenne dans le lieu choisi, dans le logement, pour que ce soit plus simple, environ entre 6 et 12 000 euros, on va dire 10 000 euros, ça permet de rester chez soi 5 ans en moyenne, 5 ans de plus. Alors, je vous la fais facile, là. Hein. C'est que les assureurs ont tout intérêt à faire en sorte, plutôt que d'aller payer 2 000 à 3 000 euros par mois, avec leurs 6 millions d'assurance dépendance, ils ont tout intérêt à aller, et les caisses de retraite et les caisses de prévoyance, etc., à investir dans le logement, naturellement en HS2, pour que les gens puissent rester chez soi. On sort de notre poche 7 milliards, ok, il faut le savoir. Hein. L'État, 21 milliards. Hein. On ne peut plus les sortir, hein, les 21 milliards. Et les 7 milliards, nous, on ne peut plus, parce que quand on en a 2, comment voulez-vous, il faut vendre la maison de famille, l'économie de toute une vie, pour aller payer les 2, 3, 4 000 euros par mois. En clair, excusez-moi, là c'est pas drôle le matin, je vous ramène au terre-à-terre, hein, mais c'est ça aussi la vie. À l'heure actuelle, il y a des solutions. Ce qui veut dire que dans une démarche du HS2, haute sécurité santé, ça permet de sécuriser et ça va même mieux, aller chercher des certifications de compétences. Nous avons 500 000 aides à domicile. Ok, on dit des non qualifiés. Eh bien non, ce ne sont pas des non qualifiés. On va en faire des perles. On va leur donner de la certification de compétences, c'est-à-dire qu'on va les adapter aux tâches qu'elles ont à faire. En clair, ma sœur, moi je préfère que quelqu'un vienne chez elle et que je sais que cette personne, même si elle est un peu illettrée, mais elle a tellement d'empathie envers l'autre. Ça, c'est du pascalien. Ce n'est pas marqué dans tous les chiffres, mais c'est tellement important. En clair, et je voudrais en finir là-dessus, c'est qu'il faut qu'on n'oublie pas au bout du bout, même au début, mais au bout du bout, qu'il y a la personne. Merci beaucoup, Ghislaine. Évidemment, on va réagir. Je faisais la remarque, il n'y a pas eu beaucoup de questions Bicas où je les ai ratées, mais j'en vois une là qui dit donc les innovations et les changements génèrent l'inquiétude de la population. Donc on en a un peu parlé. Comment faire en sorte d'implémenter sans susciter des résistances? On parlait un peu des questions de gouvernance. Et comment organiser l'acceptabilité, la concertation? Je pense que vous avez donné un bon champ d'expérimentation dans ce domaine. Peut-être sur cette question, Chantal Jouanneau, peut-être sur la vision politique, pardon de vous interpeller, mais effectivement, est-ce que dans ce que vous percevez, vous, sur ces sujets, il y a des questions d'acceptabilité, de résistance? Comment rendre les choses plus participatives
Et c'est vrai, on a un peu parlé des data avec Gabriel Gauthier. Il y a une vraie inquiétude sur la sécurité des données personnelles, la résistance contre les compteurs intelligents, comme on dit, les smart. Donc il y a quand même dans ce domaine une responsabilité politique aussi pour faire la pédagogie et pas accepter non plus n'importe quoi. Oui. Nous, on n'est pas confrontés à ce problème d'acceptabilité puisqu'on est parti du principe, comme je vous l'ai expliqué, que on prend les projets qui sont élaborés par les territoires, par les maires, par les établissements publics. Donc à la base, ils répondent à un besoin. À la base, ils répondent à une sollicitation. C'est très différent d'une démarche où effectivement on considère qu'il y a des critères à respecter pour être un quartier ou une ville durable. Et ce qui émerge du terrain, effectivement, ça va être très différent. Alors nous, on n'a pas la Creuse, mais on a quand même des situations rurales extrêmement préoccupantes. Vous prenez la Seine-et-Marne, vous avez des situations rurales très préoccupantes. Donc c'est les projets des maires qui remontent. Donc on n'a pas de problème d'acceptabilité, puisque à la base, ils ont été travaillés normalement avec la population. Souvent, c'est un critère qui est c'est un élément qui est très très précieux pour le jury. C'est justement de voir ensuite comment le quartier vit. Quelle organisation sociale est mise en place dans le quartier, le futur quartier, pour justement s'adapter au fur et à mesure aux besoins des habitants. Après, on a cette autre question qui est l'inquiétude générée par la publicité ou l'accès aux données. Ça, c'est une préoccupation aujourd'hui effectivement croissante qu'on entend de plus en plus, mais on n'a pas du tout entendu, nous, dans le cadre des quartiers qu'on a financés dans la région. On l'entend plus à un niveau politique, dans le cadre des interactions qu'on a à un niveau politique. Merci. Gabriel Gauthier, un mot. Et alors apparemment, on peut passer le micro. Moi, il n'y a pas de problème, on ne me l'avait pas dit, mais on va passer le micro à monsieur Dédit. Un premier mot pour répondre à Ghislaine quand j'ai dit que une de nos spécificités, c'est d'essayer de mettre l'homme au milieu et de faire pour le vieillissement. On ne fait pas assez, je suis d'accord. Mais c'est de notre rôle à la Caisse d'essayer de faire émerger des modèles économiques, par exemple de logements transformables dont tu parles, tout à fait, de résidences-services seniors, et d'attirer. Il y a un paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de liquidités, il n'y a jamais eu autant de fonds, il n'y a jamais eu aussi peu d'argent public, il n'y a jamais eu autant de fonds d'infrastructure ou de fonds d'assureurs que nous essayons, et notre rôle est d'essayer d'orienter ces fonds-là et de trouver des modèles économiques pour construire ces logements abordables, transformables, pour éviter que les gens aillent en EHPAD trop vite, ces résidences-services seniors, etc. Autre sujet, les déserts médicaux, ces maisons de santé pluridisciplinaires. On est à fond en train d'essayer de trouver, avec un certain nombre de régions, des modèles économiques pour lutter contre la désertification des zones rurales, grâce notamment à des nouvelles technologies. Ça, tu es une spécialiste, mais pas que, en attirant également des investisseurs et des médecins. Sur la surveillance, un vrai sujet, parce qu'à la fois, le citoyen est schizophrène. Il veut davantage de protection, de caméras de télésurveillance, etc. Mais il ne veut pas être tracé. Il en a marre quand il rentre dans un lieu, qu'on lui dise « Bonjour, monsieur machin, vous étiez là il y a deux jours, on va pouvoir vous dire... » Voilà. Donc ça, c'est d'où notre investissement dans Quant, qui est un moteur qui ne trace pas la vie. Et nos investissements dans 2 ou 3 plateformes de data avec les collectivités locales pour essayer de concilier cette non-exposition, cette sécurité et cette non-exposition. Mais c'est un trade-off, c'est un équilibre assez fragile. Merci. Monsieur, pardon, allez-y. Oui, merci, bonjour. Merci de vous présenter. Mon nom est Gérard Wolf, je suis le président de la Task Force Ville Durable de MEDEF International, parce qu'on a beaucoup parlé France, mais le problème international est très important et je voudrais à la fois interpeller le panel et puis m'adresser à mes collègues ici, des MEDEF territoriaux notamment. D'abord, un mot sur ce que c'est que la Task Force Ville Durable de MEDEF International. C'est ce que nous avons créé à l'intérieur de MEDEF International pour répondre aux défis de la ville durable. C'est ça le titre. On a traité, merci à tous les panélistes, essentiellement de la question en France. Mais je vous rappelle qu'on attend 2,5 milliards d'habitants en plus dans les 30 ans dans les pays émergents. 2,5 milliards. Et ça se décompose en 1 milliard en Afrique, 500 millions en Inde, 250 millions en Chine et le reste, 750 millions dans le reste du monde. C'est un marché, M. Rossent l'a dit, c'est un marché estimé, c'est des chiffres et Banque mondiale et
Davos Forum. Donc on peut imaginer que c'est à peu près bon. 70 000 milliards de dollars d'infrastructures pour réaliser tout ce qui permettra d'accueillir ces gens. Et nous, en France, on a la chance, ici, d'avoir des entreprises qui sont sur ce que j'appelle la chaîne de valeur de la ville, depuis la conception. On parlait, Gabriel, hier, de Aegis, qui appartient au groupe CDC, mais de Artelia, de tous ceux qui sont des ingénieries, jusqu'aux urbains, jusqu'au transport et aux utilities. Moi-même, j'ai été un des dirigeants d'une grande utilities française. Ce que je veux dire ici, c'est que nous avons besoin des entreprises françaises qui sont majeures en termes d'innovation dans le domaine de la ville. Et je fais ici un appel, notamment aux représentants des MEDEF territoriaux, car nous avons déjà 450 entreprises dans cette task force, c'est énorme, les plus grosses et des toutes petites. Et nous sommes toujours en recherche de nouveaux participants, de nouveaux adhérents, pour que nous puissions, chaque fois que nous faisons une délégation, les prochaines, c'est avec Pierre Gattaz en Inde, il en a parlé hier, en Éthiopie, au Kenya, au Caire, on va aller au Brésil, parce qu'on est demandé pour mettre en œuvre des solutions globales dans les villes. S'il vous plaît, faites-nous passer, il y a dans les clusters villes d'un certain nombre de régions, de très grandes sociétés, pas au sens large, mais au sens innovation, on a besoin d'elles. Et mon message au panel, c'est s'il vous plaît, aidez-nous pour que, quand on a des étrangers, des Vietnamiens, des Indonésiens, des Colombiens, des Brésiliens, des Africains de Côte d'Ivoire ou d'autres qui viennent, ils nous disent « mais nous, on veut visiter des réalisations en France ». Et en France, on n'a que des petits quartiers. On ne peut pas dire aujourd'hui, ou des grands, bien sûr, mais à l'échelle du monde, à l'échelle du Caire qui fait 18 millions d'habitants, on n'a rien, ou pas assez. Essayons ensemble d'aller plus vite dans les réalisations franco-françaises pour que nous puissions les présenter à nos étrangers. Merci beaucoup. Merci monsieur, mais tous ces laboratoires dont on a parlé, c'est un peu aussi une vitrine internationale, les JO pourraient l'être. C'est sûr que la France a, avec tous ces groupes, l'équipe de France de la ville, les champions du monde de la ville, et c'est pour ça que ce débat a sans doute été organisé cette année, c'était une première. Merci à tous les participants, on peut les applaudir, il est temps de passer la parole à la prochaine table ronde. Merci.